Allez, on va prendre la direction de Versailles, près de Paris à présent. Suite et fin du sommet européen sur cette guerre en Ukraine. Deux thématiques principales lors de ce sommet. Celle de la stratégie militaire et la question d'une Europe de la défense. Ainsi que la question des orientations énergétiques à suivre désormais. On va en parler avec nos invités. Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut de l'Or, merci d'être avec nous en plateau. Ainsi qu'avec vous, Bertrand Badi, vous êtes politiste français, spécialiste des relations internationales. Et puis, avec nous dans un instant également, Samuel Faure, maître de conférence à Sciences Po. Mais avant cela, on va retrouver notre envoyé spécial à Versailles, Antoine Delpierre. Bonsoir Antoine. Alors à l'issue de ce sommet, quel geste vers l'Ukraine de la part des Européens concrètement ? Eh bien, les 27 ont douché les espoirs de Kiev d'adhérer rapidement à l'Union européenne, alors même que Volodymyr Zelensky avait appelé entre-temps les Européens à faire plus. Les 27 ici ont rappelé qu'il n'existait pas de procédure d'adhésion exceptionnelle, de procédure d'adhésion d'urgence, même s'ils ont rappelé que l'Ukraine faisait bien partie de la famille européenne et qu'ils envisageaient de plus amples partenariats à l'avenir. Non, la véritable bonne nouvelle pour Kiev ici est venue de ces 500 millions d'euros de plus posés sur la table par les Européens en matière de livraison d'armes à l'Ukraine, ce qui porte le budget total des Européens dans ce domaine à 1 milliard d'euros. Si les Européens rappellent qu'ils ne font pas la guerre à la Russie, eh bien leur soutien à l'Ukraine, selon eux, vient des sanctions passées et futures. Écoutez d'ailleurs à ce propos le président français Emmanuel Macron. Est-ce que nous excluons des sanctions supplémentaires? En aucun cas. Et je peux vous dire ici, j'ai la certitude, si les choses continuaient sur le plan militaire, dans la droite ligne de ce que vous venez de décrire, que nous prendrons des sanctions nouvelles, y compris des sanctions massives. Les 27 ont rappelé ici à Versailles leur solidarité et ils ont souligné le courage qui s'est exprimé ici, le courage de cette résistance ukrainienne qui s'est exprimée ici tout au long des débats. Et le président français d'ailleurs de conclure, je cite, que l'Union européenne soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout. Antoine Delpierre, merci beaucoup. On va vous retrouver dans un petit instant. Mais je me tourne vers vous, Bertrand Badi, suite à ce sommet donc, des 27. On l'a vu, il n'a pas donné grand-chose finalement, ce sommet. Il a accouché d'une souris. Oui, mais vous savez, l'une des fonctions essentielles des sommets, c'est la photo de famille, c'est-à-dire de montrer une unité, de montrer une dynamique, de montrer un acteur. Finalement, les éléments de langage qui ont été utilisés montrent qu'il faut montrer à tout prix que l'Union européenne parle d'une seule voix et a une vision cohérente sur ce sujet. Personne ne s'attendait à des décisions spectaculaires. Le problème de la procédure d'urgence pour admettre l'Ukraine, éventuellement aussi la Moldavie ou la Géorgie, ne correspond à aucune réalité institutionnelle. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible constitutionnellement, je dirais. Donc, que pensez-vous qu'il eût été possible d'attendre d'un pareil sommet ? Montrer que l'Europe existe et est un acteur. Je vais poser quasiment la même question à Samuel Faure, qui est maître de conférence à Sciences Po. Selon vous, Samuel Faure, est-ce qu'à votre avis, ce conflit ukrainien a réveillé le projet d'une Europe de la défense ? Écoutez, il y a un peu deux niveaux de lecture qu'on peut formuler. La bouteille à moitié pleine, Bertrand Badi vient de le dire, l'unité qui est assez remarquable depuis une quinzaine de jours et qui n'allait pas de soi sur des sujets aussi stratégiques parce que la perception des menaces et en particulier de la menace russe est à géométrie variable et différenciée de Riga à Lisbonne en passant par Paris, ça n'allait pas de soi. Par ailleurs, en effet, il a été annoncé le doublement de ce financement de 500 millions à 1 milliard, comme le disait votre journaliste, de cette facilité européenne pour la paix, un instrument financier qui a été créé l'année dernière. Mais la bouteille, elle peut être aussi vue à moitié vide, parce qu'on parle toujours ce soir en centaines de millions d'euros et pas en centaines de milliards d'euros. En effet, ces derniers jours, ces dernières semaines, circulait l'idée d'un projet qui n'est probablement pas mort ce soir, d'un fonds sur le modèle du plan de relance. Vous savez, le plan de relance qui a été décidé à l'été 2020 de 750 milliards. Il y avait un projet un peu analogue pour les enjeux stratégiques, militaires, de 200, on parlait de 200 milliards. On est à 500 millions, en effet, ce n'est pas la même ordre de grandeur.
Samuel Faure, vers quelle direction va s'orienter désormais la boussole stratégique de l'UE, selon vous ? Bon, la boussole stratégique, si l'agenda est gardé tel qu'il est annoncé, elle devrait être présentée dans quelques semaines. Ça fait des mois que les experts, les diplomates, les hauts fonctionnaires travaillent sur cette boussole stratégique, qui est une sorte de livre blanc de la défense de l'Union européenne. Le dernier texte analogue remonte à 2016, le précédent à 2003. Donc là déjà, si vous voulez, il peut y avoir des ajustements, mais globalement, les propositions qui seront formulées le sont déjà probablement. Je pense qu'il ne faut pas avoir un niveau d'attente trop élevé par rapport à cette boussole stratégique qui ne demeure qu'un texte qui va permettre aux 27 de peut-être faire converger dans une certaine mesure leur action, mais qui n'est pas un instrument financier, qui n'est pas un instrument contraignant comme peuvent l'être des directives ou des règlements. Samuel Faure, on va retourner à Versailles retrouver Antoine Delpierre. Antoine Delpierre, parmi les questions donc de ce sommet, il y avait celle de la défense bien entendu, mais aussi de l'indépendance énergétique. Des décisions ont-elles été prises sur ces deux sujets, donc l'énergie et la défense ? Aucune décision radicale, en tout cas, prise ici à Versailles, dans les deux domaines. Sur le domaine de la défense, le rêve d'une défense européenne, ce rêve français d'une défense européenne est encore loin, même si les 27 se sont accordés pour muscler les budgets de leurs armées nationales, aussi pour réfléchir à de nouveaux partenariats industriels en matière de production militaire, par exemple, ou de coopération. Néanmoins, ils renvoient à un prochain sommet exceptionnel qui aura lieu à la fin mai. Sur le volet énergétique, eh bien, il y a des avancées. Néanmoins, même s'il n'y a pas eu par exemple de décision d'embargo sur le gaz russe, il y a des avancées avec cette proposition de la Commission européenne de réfléchir à un plan pour se passer, pour abandonner le gaz russe dès 2027 et puis aussi pour se doter de capacités au début de chaque hiver, de se doter de capacités de stockage et de s'assurer que ces stockages soient pleins à 90%, a dit ici Ursula von der Leyen. En tout cas, les 27 renvoient là aussi à un sommet qui aura lieu à Bruxelles à la fin mars. Merci beaucoup Antoine Delpierre avec Camille Balland à la caméra. Merci à tous les deux. Thomas Pellerin-Carlin, vous appeliez à une mobilisation générale sur le plan de l'énergie lors de ce sommet. Quel bilan vous en tirez à titre personnel ? Alors à ce stade, on n'a pas de mobilisation générale des chefs d'État et de gouvernement, mais cette mobilisation générale, elle doit venir en fait aussi d'autres acteurs, les entreprises et notamment les entreprises pétrogazières, notamment celles qui sont encore actives en Russie, et aussi des acteurs, des citoyens, des régions et des communautés. Là-dessus, ce qui me semble véritablement important, c'est de savoir en fait qu'on peut se passer immédiatement du pétrole, du gaz et du charbon russe, que ce ne sera pas facile, mais on peut s'en passer déjà immédiatement. Alors, quelles sont les pistes justement envisagées pour s'en passer ? Alors, si on veut s'en passer immédiatement, la première piste est vraiment l'élément le plus efficace et le plus économique, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique, donc c'est vraiment la chasse au gaspillage. Aujourd'hui, à Paris, on utilise du gaz russe pour faire de l'électricité, pour chauffer des terrasses de café. Ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait arrêter, bien évidemment, immédiatement. Une action au quotidien, c'est ça. Tout à fait, et surtout pour économiser ce gaz, car on ne sait pas comment la guerre va évoluer en Ukraine, on ne sait pas ce que Poutine va peut-être décider ou pas sur le gaz, et donc du coup, il est important d'économiser un maximum de gaz possible partout en Europe pour le stocker, car on en aura besoin l'hiver prochain. On a des stocks jusque quand, là, selon vous ? Là, normalement, on ne devrait pas avoir de problème jusqu'à novembre, mais du coup, novembre, c'est le début de l'hiver, donc il faut vraiment qu'on soit capable de stocker le maximum de gaz, et ça commence par en consommer moins dès que possible, dès aujourd'hui. L'une des alternatives avancées, messieurs, ce serait d'avoir recours au GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié, et ce, pour ne plus dépendre de la Russie jusqu'à la fin de l'hiver également. On voit tout cela avec Louisa Abrit. Ce jeudi, un tanker accoste dans le port de Nantes. À son bord, du gaz russe. Car si l'Europe sanctionne la Russie de Poutine, elle continue de la financer, incapable de se priver de ses importations en énergie. Nous devons abandonner la dépendance aux combustibles fossiles russes. Nous avons besoin d'investissements massifs dans les énergies renouvelables. Pour l'instant, la solution serait le GNL, ou gaz naturel liquéfié. Stocké à bord de navires et refroidi à moins 162 degrés, il prend 600 fois moins de place que le gaz normal. Les principaux exportateurs sont l'Australie, les États-Unis et le Qatar,
Mais face à la demande croissante, seuls 35 milliards de mètres cubes supplémentaires pourraient être mis sur le marché cette année. Alors que l'Europe voudrait augmenter ses importations de 50 milliards de mètres cubes. Autre problème, son bilan environnemental contesté. Le gaz naturel liquéfié reste du gaz fossile, c'est du méthane, donc un gaz à effet de serre, au pouvoir réchauffant encore plus intense que le CO2. C'est juste une forme différente. La production de GNL est très énergivore. Son empreinte carbone est 2,5 fois plus élevée que celle du gaz transporté par gazoduc. Et finalement, remplacer la dépendance à une énergie fossile par une autre pourrait mener l'Europe dans une impasse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Thomas Pellerin-Carlin, qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Alors, déjà, on voit que ce n'est pas une solution viable à long terme. C'est son premier défaut. Son deuxième défaut, c'est une solution qui coûte horriblement cher. Les Qataris ne vont pas nous donner gratuitement du gaz pour nos beaux yeux. Il va falloir le payer à des prix considérablement élevés. Donc du coup, c'est quelque chose qui est un mal nécessaire pour notamment surmonter notre dépendance à très court terme. Mais ce n'est absolument pas une solution structurelle. Donc il faut prioriser la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et en dernier ressort, parce qu'effectivement on en aura besoin, importer ce gaz naturel liquéfié qui est polluant et coûteux. Il y a aussi une autre annonce qui a été faite par Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Il souhaite prolonger certaines centrales nucléaires. Sur ce point, tout le monde n'est pas d'accord. L'Allemagne est plutôt contre, la France est pour. C'est aussi une autre solution avancée, mais là, il va falloir se mettre autour d'une table. Alors, Thierry Breton a la liberté de dire absolument ce qu'il souhaite. La question nucléaire, c'est une question de souveraineté nationale. Donc chaque État, chaque nation est pleinement souveraine, en vertu même d'un article des traités européens, de choisir s'ils veulent exploiter ou non les réacteurs nucléaires. Donc Thierry Breton a le droit de dire absolument ce qu'il veut, mais ce sont aux Allemands de choisir pour les Allemands ce qu'ils veulent faire sur les réacteurs nucléaires, aux Belges de choisir pour les Belges et aux Français de choisir pour les Français. Une question concernant les consommateurs de gaz. Est-ce que, à votre avis, dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prix vont augmenter comme ça a pu être le cas lors des chocs pétroliers, par exemple ? Absolument. Je pense qu'on est en train de vivre quelque chose d'au moins aussi grave économiquement que le choc pétrolier 73 et peut-être même d'encore plus grave. Parce qu'en 73, il n'y avait que le pétrole. Là, on est probablement en train de vivre un 4e choc pétrolier. On est clairement déjà en train de vivre le premier choc gazier de notre histoire. Et on vit un choc sur les prix de l'électricité. Donc on a, et par ailleurs, un choc inflationniste sur d'autres matières premières. Donc là, on est clairement face à une situation extrêmement difficile. Et c'est pour ça que cette mobilisation générale est aussi nécessaire. À ce stade, en France, le gouvernement a activé différents leviers qui sont extrêmement coûteux pour l'État. Le coût complet, c'est quasiment 20 milliards d'euros. C'est 2 fois le budget de l'armée de terre. Pour faire en sorte que les prix restent les plus bas possibles. Mais évidemment, ce n'est pas tenable dans la durée. Donc c'est quelque chose qui peut être fait pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, mais il y a un moment effectivement où ça devient insoutenable. Et donc du coup, on va effectivement voir une hausse des prix du gaz et de l'électricité encore plus abondante. Et la hausse des prix du pétrole, on le voit déjà tous les jours. Bertrand Badi, comment on fait pour retrouver la souveraineté européenne par rapport à ce domaine de l'énergie et pour aller un petit peu plus loin aussi sur tout ce qui est stratégie alimentaire, puisque Emmanuel Macron a également parlé de la stratégie alimentaire, notamment au niveau du blé, du maïs et des céréales. Comment on fait pour retrouver une stratégie européenne ? Eh bien, on redéfinit le concept de souveraineté. Je crois que nous sommes là face à quelque chose qui transcende le conflit ukrainien, c'est-à-dire raisonner en termes de souveraineté comme on pouvait le faire autrefois, est doublement dangereux et j'allais dire absurde. Pourquoi ? D'abord parce qu'on s'aperçoit, et je vous remercie de l'avoir bien mis en évidence, que le dernier mot appartient aux comportements sociaux. C'est-à-dire que les gouvernements sont l'otage de leur société. Et selon que les comportements sociaux iront dans le sens, effectivement, d'une restriction ou pas, c'est-à-dire d'une modification des habitudes de consommation, on arrivera au résultat ou pas. Il n'y a plus beaucoup de souveraineté dans cette affaire. Et le deuxième élément, et ça c'est le fond du problème d'aujourd'hui, on est dans une logique d'interdépendance. La grande contradiction, c'est que l'on a marginalisé politiquement la Russie, mais on lui a donné économiquement et énergétiquement un rôle central. Comment gérer cette contradiction entre une marginalisation politique et une interdépendance économique ? Et dans interdépendance, il y a surtout le mot dépendance. Donc le mot dépendance, monsieur de la Palisse nous a expliqué, c'était le contraire de la souveraineté. Bertrand Badi, vous restez avec nous en plateau pour la deuxième partie de 64 minutes. Merci à vous Thomas Pellerin-Carlin et à vous également Samuel Faure d'avoir été tous les deux en direct dans 64 minutes pour être